arrivé au sommet de la pyramide du salariat en me disant je suis super bien payé, je roule en Porsche, je me suis dit waouh, mais je reste l'esclave en fait. J'ai beau avoir un costume sur mesure, je reste l'esclave. Aujourd'hui, je reçois David Combe, investisseur, entrepreneur, C'est ça. qui habite à Koh Samui maintenant. David, déjà, merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis content de te recevoir. Aujourd'hui, on va parler du coup de l'investissement en Thaïlande. Oui. On va voir un petit peu pourquoi tu as décidé de venir ici, parce qu'il y a plein d'autres endroits. Voilà, il y a les États-Unis, etc. Mais toi, tu as fait le choix aujourd'hui de venir en Thaïlande. Donc, on va essayer d'un petit peu comprendre pourquoi tu as fait ce choix-là. On va parler aussi de Koh Samui, parce que c'est l'endroit où on est. Moi aussi, j'habite à Koh Samui. Je suis Adrien Forest. Voilà, pour les gens aussi qui me découvrent. Là, c'est une nouvelle chaîne YouTube. Ce sera la première vidéo de cette nouvelle chaîne YouTube où le but, c'est de rencontrer des entrepreneurs, que ce soit dans le digital, mais aussi dans le business physique, et d'essayer, entre guillemets, de tirer le meilleur d'eux-mêmes pour voir un petit peu dans leur expérience, qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'on peut en tirer pour l'appliquer à nous, nos business, et voilà. Bah écoute, très honoré de cette invitation, merci beaucoup. Je suis très fier d'être le premier. Et j'espère que ça passera bien, que tu me réinviteras. On pourra aborder plein de sujets, c'est cool. On est tous les deux ici à Koh Samui en Thaïlande. Donc voilà, on va pouvoir discuter effectivement d'un sujet en particulier, c'est l'investissement en Thaïlande. Pourquoi c'est pas mal. Et puis si tu veux que je te raconte un petit peu mon parcours rapidement. Tout à fait, si tu peux te présenter un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas, qui puissent un petit peu comprendre voilà, qui est David Combe. Volontiers. Alors moi je m'appelle David Combe, donc aujourd'hui je suis surtout promoteur, donc développeur ici sur l'île de Koh Samui. Mais à l'origine, donc moi j'ai commencé par des études de droit. J'ai 23 ans dans l'immobilier. Et j'ai fait un parcours, je pense assez atypique, parce que je suis rentré comme syndic, et j'ai vite bifurqué en Suisse. En Suisse, j'ai gravi tous les échelons. J'ai commencé gérant technique, ensuite j'étais gérant d'immeuble, chef de gérance, jusqu'à être associé dans une société, d'accord, en Suisse. Et j'ai amélioré mes compétences en France et en Suisse. J'ai fait quelques autres diplômes, en tout 5 diplômes, très franchement, beaucoup trop, ça ne servait à rien. À l'époque, moi je croyais que plus j'avais de diplômes, et mieux ce serait. Mais tu vois, d'avoir une licence en droit, une licence en droit et gestion immobilier, un master en immobilier, etc., ça sert à rien au final. Enfin, c'est maintenant, en tant qu'entrepreneur, je m'en rends compte. Est-ce qu'il y a eu un déclic donc là, tu as dit que tu as commencé, tu as été salarié, je suppose. Ouais. Et ensuite, tu étais donc salarié dans un syndic. Non, alors oui, j'ai commencé comme syndic, mais j'ai été 15 ans salarié, notamment en Suisse. 15 ans salarié en Suisse. Est-ce qu'il y a eu un déclic qui t'a poussé à investir dans l'immobilier? Je suppose que ça a commencé comme ça. T'as dû peut-être, je sais qu'en France, ce qui se fait beaucoup, c'est le levier bancaire. Les gens empruntent pour acheter des appartements, etc. Tu peux nous parler un petit peu de comment ça a démarré, on va dire? Bien sûr. Peut-être les premiers appartements ou... Alors, il se trouve que moi, j'étais investisseur professionnel. Donc, à ce moment-là, j'étais en Suisse, je travaillais en Suisse, je travaillais pour des milliardaires dans un family office. J'étais directeur de l'immobilier pour la partie suisse. Et je me disais, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Parce que je faisais mon master en immobilier, je me rendais compte que je passais une partie de mes dimanches à rattraper ce que j'avais pas fait la semaine parce que je faisais le master, et je me demandais ce que je pouvais faire. Jusqu'au moment où quand même je me suis dit, mais attends, je sais pas si tu connais la notion d'ikigai, mais qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je peux faire, etc. Mais il se trouvait que par hasard, j'étais investisseur professionnel. J'achetais des portefeuilles immobiliers, je les mettais en valeur, je les revendais avec une équipe. Et je me suis dit, pourquoi pas faire ça, tout simplement, mais à ma sauce, c'est-à-dire à titre particulier. Et donc moi, j'ai dû m'adapter parce que je suis passé de portefeuille de 80 millions de dollars à acheter mon premier studio à 68 000 euros. Ah, ça a été très différent. Et pour moi, il y avait plus de pression avec mon studio qu'avec le gros portefeuille parce que c'était balisé, je savais comment faire. Alors que là, j'étais censé être un professionnel et je voulais faire du cash flow positif, donc de l'argent, que l'immobilier me rapporte de l'argent dès la fin du premier mois. Et là, j'avais une pression monstre, bizarrement. Et donc, voilà, à un moment donné, avec mon épouse, pour des circonstances aussi à titre personnel, on s'est dit, il faut qu'on change. On passe beaucoup trop de temps à travailler. C'est super intéressant. Hein. Moi, j'étais un salarié qui allait au travail en Porsche, décapotable. C'est rare. Hein. J'étais bien, hein, franchement. Mais je travaillais beaucoup trop. Une voiture de fonction, c'était ou Non, c'était ma voiture. C'était ta voiture. C'était ma voiture. Mais voilà. Parce qu'ensuite, c'était bien payé. Ah, plus que bien payé. Hein. À l'époque, j'étais payé bien mieux que le président de la République en France. Sans compter les primes. Non, j'étais vraiment très très bien payé. Et en sortie d'études directement? Non, pas du tout. Non. Ça, c'était au bout après le syndic. Ouais, ça c'était au bout de peut-être, je sais pas, 12 ans. D'accord. Non, bien sûr. Non, c'était un cheminement, bien sûr. Donc, tu as investi, donc tu as vu que tu t'es dit, tu as vu comment ça fonctionnait, avec du gros argent, entre guillemets. Ensuite, tu as décidé de le faire toi avec ton propre argent. Exactement.
Et donc, tu as commencé par un premier appartement. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une idée un petit peu de l'immobilier en France? Combien t'es réussi à monter à combien d'appartements? Alors, j'ai eu jusqu'à 70 appartements. Là, il m'en reste une trentaine en France. Okay. J'ai vendu pas mal d'immeubles. Il me reste 3 immeubles, 2 appartements en coloc. Et puis, on investit maintenant en Thaïlande. Tu viens d'une famille aisée? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Et c'est pour ça que j'avais pas d'entrepreneurs dans ma famille, ni même de gens qui ont fait d'études. Donc c'est pour ça que moi, j'ai essayé de peut-être compenser en me disant, si je veux m'en sortir, il faut faire des études. J'ai fait un peu trop de diplômes, ça va à rien, dans 2 pays, France et Suisse, jusqu'à être correcteur aux examens en Suisse, des examens de niveau Bac+2, mais finalement, arriver au sommet de la pyramide du salariat, en me disant, je suis super bien payé, je roule en Porsche, je me suis dit, waouh, mais je reste l'esclave, en fait. J'ai beau avoir un costume sur mesure, je reste l'esclave. J'ai des diplômes, je suis bien payé, mais là, je suis dimanche, je suis tout seul au bureau, pendant que les gens qui m'emploient sont, tranquillement, sans doute, sur un bateau sur le lac Léman. C'est moi qui font travailler. Donc, j'ai appris le capitalisme de l'intérieur. Comment est-ce qu'on fait travailler des ressources financières et des ressources humaines? J'ai vraiment compris de l'intérieur, un peu dans la douleur, parce que c'est moi qui étais la ressource humaine pour le coup. Mais finalement, j'ai compris l'intérêt et je me suis dit, faisons-le. L'idée étant de devenir plus libre, donc c'est-à-dire passer moins de temps à travailler et à plus profiter. D'accord. Donc tu gagnais bien ta vie, mais tu n'avais pas forcément assez de temps, en tout cas, selon toi. J'en ai pas du tout. Tu te sentais pas libre, en tout cas. Je voyais pas mon époux, je voyais pas mon enfant, non, j'étais pas libre. Ok, donc c'est ça la motivation qui t'a poussé à toi prendre, entre guillemets, des risques, d'investir ton argent. Alors pour moi, c'était pas un risque, parce que moi je l'ai abordé de manière professionnelle. J'étais déjà un professionnel d'investissement, donc j'étais vraiment très méthodique, j'en faisais beaucoup plus que les autres. J'allais voir la banque avec des dossiers qui étaient comme ça servait à rien, le banquier les lisait pas. J'avais une approche trop professionnelle au début, donc j'étais pas inquiet véritablement, mais je l'ai fait d'une manière très rigoureuse et du coup je suis allé vite très fort. Ok. Oui, mais il y a certaines personnes, tu sais, qui le font quand le faire pour les autres, ça va, tout va bien. Mais dès que... Moi, je connais des gens qui sont, par exemple, managers. On les a fait passer directeurs du magasin. Ça va plus parce que là, c'est eux qui sont, entre guillemets, responsables et tout foire, quoi. Absolument, mais tu as tout à fait raison. Ça peut être... au début, je te dis, le premier studio, c'était vraiment le stress. Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce qu'on peut vraiment faire du cash flow? Et dès que j'ai pu me démontrer à ma famille que c'était le cas, et ben là, on s'est plus arrêté. On a acheté 3 immeubles de rapport l'année suivante, on a pu arrêter. Et après, donc une fois que j'ai été bloqué au niveau locatif, d'abord j'ai fait l'investissement locatif, et bien quand les banques m'ont dit non, là quand même ça commence à faire beaucoup là les gars, même si vous avez un très bon salaire, là on est bloqué, sachant que je passais dans différents systèmes bancaires, là je suis passé marchand de biens. Donc là je visais plus le cash flow, mais les plus-values. C'est-à-dire acheter et revendre. Et je me suis spécialisé, j'ai fait une étude de toutes les méthodes qui marchaient, et j'ai vu que celle qui me prenait le moins de temps possible pour gagner le plus, c'était les enchères judiciaires. Donc je me suis spécialisé, et je suis devenu assez bon, parce que après j'ai formé des gens dessus, et j'ai acheté 13 biens aux enchères judiciaires, ce qui m'a permis de constituer un capital. Tu avais une équipe, un avocat avec toi qui... Absolument, ouais. En fait c'est obligatoire, ouais, quand on va aux enchères judiciaires. D'accord, ok. Et en combien de temps... Donc là, au début, locatif, ensuite achat-revente. Voilà. Et en combien de temps t'es passé? Tu m'as dit que t'avais combien d'appartements au summum Alors, entre les achats-reventes et le locatif, on est monté à peu près à 70 biens. Et ça s'est fait en combien de temps à partir du moment où t'as acheté ce premier appartement? En 4-5 ans à peu près. En 4-5 ans? Ah oui, donc c'est très rapide quand même. T'as envoyé la sauce... Non, mais ce qui est bien, c'est que moi j'avais au début, quand j'ai commencé, des salaires suisses, mon épouse aussi, donc de très très bons apports, de quoi montrer aux banques, donc d'y aller fort. Il m'est arrivé d'aller voir la banquière, de dire est-ce que cet immeuble passe? Oui, c'est bon. Et de sortir un deuxième dossier, parce que j'avais un deuxième compromis pour un autre immeuble. Donc tu pouvais lever de l'argent en France avec ton salaire suisse, ça posait pas de soucis. C'est ça, non, pas de problème. Ok, incroyable. Et donc là, grand parcours magnifique, 5 ans, t'exploses tout, t'envoies la sauce. Ça, c'est la deuxième vie. Première vie salarié, qui dure à peu près 15 ans en Suisse, un petit peu en France, mais surtout 15 ans en Suisse, à peu près 4-5 ans en France, marchand de biens, etc. Et puis arrive le Covid. Puis comme tout le monde, ça remet beaucoup de choses en cause, parce que finalement, l'idée à la base avec mon épouse, c'est d'avoir plus de temps, mais on y passait encore beaucoup de temps, énormément de temps. Donc on s'est dit, on profite pas beaucoup finalement. Si on se voit nous, on profite pas énormément. Et si, maintenant qu'on a des rentes, qu'on a du capital, si on allait voir ailleurs ce qui s'y passe. Et là, il y a
Donc là, le champ des possibles est ouvert. Absolument. Donc moi, je suis un bon écolier. Hein. Je prends une petite feuille, je note tous les endroits avec les critères que je veux, du soleil, de la sécurité, des gens sympas, un coût de la vie plus bas pour, en étant sur mon capital, et bien avoir un meilleur niveau de vie, etc. Et à la fin, donc il me fallait des écoles, de la santé. Il restait que 2 endroits, il restait que Bali et Koh Samui. Et j'ai choisi Koh Samui. D'accord. Et une question qui me vient en tête quand je vois ton profil comme ça, pourquoi pas les États-Unis? Tu t'es jamais dit... C'est pas un endroit qui t'a... Non, ça m'attire moins. Déjà, la culture américaine, j'étais bercé dedans, hein, étant petit, mais les Américains, ils ont une culture un peu différente de la culture française. Du coup, non, ça n'a pas été une option. Moi, j'y suis allé cet été, hein, j'ai passé 2 semaines en Floride, j'ai fait le tour de la Floride. Pour autant, je pense pas que ce soit un pays qui m'attire pour y vivre. Ok, donc la Thaïlande, tu t'es dit c'est ici le meilleur... entre Bali et la Thaïlande, t'as choisi la Thaïlande? Voilà, même si j'aime beaucoup Bali, hein, même si j'en reviens, là, j'y étais il y a 15 jours. Mais finalement, pour s'installer, alors au tout début, c'était pas du tout pour faire du business. Hein. C'est uniquement pour profiter de la vie, s'installer. Comme rentier, tu t'es dit, je viens ici. Ah, on est mieux comme ça, hein, absolument. Okay. En fait, au tout début, avec mon épouse, on gérait nos projets de marchand de biens, ceux qui restaient, à distance. D'accord. Donc on déléguait au maximum. Mais en réalité, au bout de 3 mois, je tournais en rond. Bah oui, avec ton profil, c'est sûr que terrible. Ça allait pas durer longtemps. En fait, on voit souvent à la pub, les gens qui gagnent au loto, c'est super, mais on les voit pas 3 mois plus tard. Bah oui. Et 3 mois plus tard, à regarder la mer, c'est quand on est entrepreneur, c'est terrible. Bah non, ce qui maintient en vie, c'est justement les projets, faire de nouvelles choses. C'est ça qui donne un sens à la vie. Ouais. Donc Thaïlande, donc t'es arrivé, tu t'es dit rentier tranquille, et puis au final, c'est quoi les premiers trucs que t'as vu, les premières opportunités? Alors au début, non, clairement, quand j'ai rencontré mon associé français, je lui dis je veux pas faire d'immobilier ici parce que j'ai des connaissances en France, en Suisse, je vais penser que je sais, en fait ici je connais pas les règles, donc je vais me faire avoir. Donc je lui dis je veux pas investir. Forcément des on rencontres, s'y intéresse, bah oui. On est curieux. Peut-être t'as rencontré des gens aussi qui bien sûr, plein, envie, bien sûr. Et puis à force de s'intéresser au sujet, on pose des questions, et puis on se rend compte qu'on commence à avoir un certain nombre de réponses que les autres n'ont pas. Donc on se dit bon bah tiens, on n'a qu'à. Je le faisais déjà en France, j'ai fait déjà une chaîne, j'étais sur Instagram, et je me suis dit ce que m'ont donné les avocats ou les professionnels, rendons-le aux gens qui se posent la même question. Comme ça peut être sympa. Et puis voilà, de fil en aiguille, on s'est dit bon bah faisons une opération. Et puis 2. Et puis on reste des entrepreneurs. Donc après, rapidement, notre associé nous a dit, bon, vous avez fait 2 belles opérations, bah, figurez-vous que j'ai 30 villas là, qui sont en train de pourrir, est-ce que ça vous dirait pas de les rénover, de les vendre? Voyons ça, on s'est mis d'accord et c'est parti. Les Jungle Villas? Les Jungle Villas, c'est ça. À Shao Wang Noi? Shao Wang Noi, absolument. Ok. On peut, alors avant de continuer sur les Jungle Villas, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu juste sur la raison pour laquelle tu es parti de France. Ah, très bonne question. C'était le ras-le-bol pendant le Covid. Je me suis rendu compte, alors c'était pas comme maintenant, hein, loin de là, hein, mais que la France devenait folle, que nos gouvernants devenaient, franchement, il y avait une espèce de folie qui s'est installée, une espèce de folie, mais pas positive, hein, une folie vraiment... moi, quand j'ai commencé à écrire... pourquoi je sors? Je me donne l'autorisation de sortir, je me suis dit, non, c'est bon, on a touché le fond. C'est vrai que c'était compliqué. Mais moi, je me disais, mais attends, mais qu'est-ce qui est en train de se passer, quoi? J'avais l'impression de devenir... Tu sais, les trucs que tu lis dans les livres d'histoire, que tu vois, des sons de période, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Même moi, j'ai vraiment eu du mal, et je pense beaucoup de gens ont du mal avec cette période. Donc, ça a été le déclic, vraiment, où tu t'es dit, là... Ah là, on a dit oui. De toute façon, c'est simple. La Thaïlande, dès que ça a réouvert. Donc moi, un jour, je suis allé voir mon épouse. Je lui ai dit, écoute, je te propose qu'on parte d'ici. Il m'a dit, ok. Combien de temps? Je lui ai dit, je sais pas, 4 mois, 4 ans, j'en sais rien. Ok. Il m'a dit, mon par quand? Je lui ai dit, bah moi, j'y serai dans quelques semaines. Ah bon? Où? Thaïlande. Ok. et puis, en fait, on n'avait pas de pression. Tu te rappelles de la date à laquelle t'es arrivé en Thaïlande? Non, pas du tout. Non. Non, moi, je suis pas tellement passé. Hein. Moi, j'ai vraiment du mal à classer. À te dire même ce que j'ai mangé hier au soir. Je suis tellement focus sur le présent et parfois un peu trop sur le futur que le passé, j'ai pas vraiment... le rétro, il doit être cassé, je sais pas. Non, mais ça fait combien de temps là que t'es en Thaïlande? Là, ça va faire 4 ans au mois de janvier. 4 ans au mois de 2026, ça fait 2022. Quoi. Ouais, c'est ça. Ok, moi je suis arrivé... Ouais, c'est ça, pareil. Je crois que je suis arrivé... Si t'es arrivé en janvier, du coup, alors. Ouais, moi je suis arrivé le 18 novembre 2021.
D'accord. Du coup, donc toi, t'es arrivé janvier 2022. Ouais, dès que ça a réouvert, moi. Ouais, c'est ça. Mais moi aussi, je suis arrivé juste après le Covid. D'ailleurs, Phuket, c'était magnifique. Les prix, là, aujourd'hui, les prix ont flambé. C'était magnifique. Tout était vraiment pas cher et tout. Mais moi, je me rappelle qu'en tout cas, moi, j'ai pu prendre le billet d'avion quand ils ont réouvert. Et c'est justement quand ils ont dit, donc j'ai fait mon analyse, et puis on s'était dit, donc, allons voir. Si ça nous plaît, tant mieux. Si ça nous plaît pas, on revient. Nous, il y a des gens qui brûlent leur bateau. Paris, Bangkok. Oh, je m'en rappelle plus. Tu te rappelles plus? Non. Et est-ce que tu te rappelles parce que moi, c'est un truc qui m'a marqué. Quand je suis arrivé à l'aéroport, à la réouverture, il y avait, je pense que c'était des Chinois en combi, tu vois, de Covid. Ah oui. Il y avait plein de tests, t'avais tout. Tu sortis de l'avion et t'avais encore genre 30 mais j'ai connu les cosmonautes. Je suis arrivé tout seul, et il y avait 2 rangées de personnes en tenue de cosmonaute. Non, mais ça, c'est une ambiance. Moi, ça m'a choqué. Le chauffeur du minivan, il était en tenue de cosmonaute. Des fois que je sois contagieux ou radioactif. Mais t'as atterri où, tu te rappelles pas? Où tu as atterri quand t'es arrivé en Thaïlande? Si, à Koh Samui. À Koh Samui? Ah ouais. D'accord, ok. Donc, Bangkok, escale, Koh Samui. Ah ouais, nous, c'est direct Koh Samui. D'accord, ok. Ok, ça marche. Ouais, donc, et donc, t'arrives en Thaïlande. C'est quoi tes premières impressions? Qu'est-ce que tu te dis? Non, mais c'est génial parce que, t'as vu au début, il y avait personne. Ouais. Moi, je prenais mon scooter, j'allais sur les beach roads, il y avait personne. Ouais. Les Thaïs me regardaient, genre, tiens, un touriste, waouh, super, toutes les boutiques étaient fermées. Et puis moi, j'avais un challenge personnel, c'est-à-dire que j'avais un mois avant que la famille arrive, j'étais venu tout seul, trouver un logement, une maison, les écoles, la voiture, les assurances, tout. Ok. Et je connaissais personne. Et aujourd'hui, tu construis des villas partout? Partout, non, mais on construit quelques villes. Moi, je suis les projets, t'as à La Maille, t'es un petit peu partout. Boput aussi, il me semble. Boput aussi, ouais. Donc, t'as commencé par 2 projets. Ensuite, on t'a proposé les jungles. Voilà. Toi, et puis les jungles, plaisants. Non, ça c'est venu après. Et on s'est dit, construire c'est pas mal. Puis nous, on fait toujours des choses qui nous ressemblent. C'est-à-dire qu'on part de zéro. On fait pas du copier de ce qu'on a vu chez le voisin. On fait des choses qui nous ressemblent. Et ce qui fait que les gens qui nous ressemblent, eh bien, ça va les attirer. Par exemple, là, on fait des villas balinaises 3 chambres. Nous, on peut les habiter, ça nous plaît. On va vraiment y mettre notre goût. Par exemple, là, il y a des spécificités sur nos villas balinaises, 3 chambres, qui n'existent pas sur l'île, parce que c'est vraiment des choses qui nous plaisent à nous. Et puis des inspirations qu'on a trouvées, bien sûr, à Bali. C'est pour ça qu'on les appelle les balinaises. Et le programme Jungle ayant bien avancé, on nous a posé souvent la question, est-ce que vous faites du lease? Souvent, on répondait non. Est venu après le Jungle 2, forcément. Construction pour lequel on a commencé la construction, la première pierre, donc c'est le premier pilier, c'était hier matin. D'accord. Donc aujourd'hui, tu es promoteur immobilier, c'est ton cœur d'activité. Alors plus que promoteur, je suis développeur et constructeur. C'est-à-dire qu'on s'est associé avec les entreprises qui ont fait la rénovation de Jungle 1 pour construire Jungle 2. D'accord. Et donc on est vraiment associés. C'est-à-dire que mon associé Thaï, c'est lui qui est tous les jours sur le terrain, qui a les bottes et qui s'assure que tout se passe bien. Ok, donc tu es associé directement avec eux maintenant sur les données en construction, tout à fait. Ok. Et qu'est-ce que tu penses alors, pour toi, c'est quoi les différences entre l'investissement peut-être en France et l'investissement ici en Thaïlande? Qu'est-ce que tu vois comme grande différence entre Thaïlande et France Alors, 2 principales, très intéressant, 2 principales. La première, c'est la rentabilité. Ici, on est dans une zone touristique, mais en même temps, on a beaucoup de gens qui viennent s'installer, donc ça crée une tension sur le marché locatif, ce qui fait qu'on a de super rentabilité. Et deuxième chose, c'est bien sûr la taxation, l'imposition qui est beaucoup plus faible en Thaïlande, ce qui fait que le gap entre j'ai une rentabilité plus haute et j'ai une taxation bien plus basse, et ça donne une rentabilité nette bien supérieure à ce qu'on peut trouver en France. Magnifique. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, selon toi, Koh Samui, c'est l'endroit où il faut investir et l'endroit le plus intéressant en termes de rentabilité pour investir en Thaïlande? Volontiers. Alors moi, je suis assez neutre à la base parce que je n'étais pas venu là pour investir. Mais en étant ici, en ayant étudié le marché, je me suis rendu compte que c'était le plus intéressant. Pourquoi? Parce que les prix sont déjà plus bas. Tu regardes le prix des terrains, que ce soit en lease ou à l'achat en société avec détail, on est 2 fois moins cher qu'à Phuket. On est 2 fois moins cher qu'à Bali. Donc mécaniquement, la renta est meilleure. Ensuite de ça, Koh Samui, c'est une destination qui monte. Contrairement à d'autres destinations qui baissent un petit peu ou qui perdent de l'intérêt, Koh Samui monte. Il y a des gens qui nous disent que c'est saturé, pas du tout, il y a encore beaucoup de place. Ça devient de plus en plus qualitatif, Koh Samui, ce qui fait que je pense que les 4-5 prochaines années vont être très très belles en termes d'investissement et que les prix vont rattraper simplement ce qu'on trouve ailleurs. À Phuket, les prix ne sont pas encore montés ici? Pas suffisamment. Pas suffisamment. Ils sont encore plus bas, donc profitons-en.
D'accord, ok. Et par rapport, tu sais, tous les gens qui ont peur d'investir en Thaïlande parce qu'ils ont peur de perdre leurs biens, ce genre de Bien sûr. choses, qu'est-ce que tu peux leur dire à ces Alors gens? si vraiment les gens qui sont averses au risque, je leur dirais soit vous achetez un condo, donc un appartement qui vous appartient en nom propre. Par contre, vous aurez une très mauvaise rentabilité parce que vous ne pourrez pas louer en location de courte durée de moins d'un mois. Ou alors vous achetez en lease, c'est-à-dire une location du terrain pendant 30 ans si c'est une villa. Et là, vous allez voir que votre villa, vous allez largement la rentabiliser. Elle sera payée en 5-6 ans. Après, ça vous fait 25 ans. Est-ce qu'il y a vraiment des risques aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses de ça par rapport au fait d'avoir une villa? Est-ce qu'on peut vraiment se faire déposséder du bien? Non, il y a des gens qui font des montages qui sont pas légaux, qui peuvent se retrouver, s'ils sont pas encadrés par des juristes, par des avocats, s'ils font pas les choses bien, c'est comme partout. Et si on respecte pas la loi, c'est normal qu'on puisse avoir des embêtements. Mais ça concerne plutôt le freehold. D'accord? Si c'est mal fait, mal encadré, on peut avoir des soucis, mais par exemple le lease, tu loues le terrain pendant 30 ans, aucun souci, c'est non. En tout cas, les gens qui veulent investir, ils peuvent te contacter pour Volontiers, être s'ils le souhaitent. accompagnés s'ils le souhaitent. Tout à fait. Ok, ça marche. Je sais aussi que t'es vachement dans le digital. Tu fais de la création de contenu. T'es quelqu'un qui s'adapte. Tu faisais aussi des conférences en ligne, des webinaires, notamment avec Nam qu'on connaît. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce choix-là? Je pense que je connais peut-être une partie de la réponse Bien parce sûr. que tu t'es intelligent, donc tu utilises les outils d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, voilà, pourquoi Voilà, moi c'est mon côté pragmatique. En tant que chef d'entreprise, je me dis, j'ai des produits à vendre, des maisons qui me plaisent, donc qui vont plaire aux gens qui me ressemblent. Après, il faut le communiquer, il faut le diffuser. Donc on a le choix de passer par les agences immobilières, ou alors prendre l'ascenseur, et puis prendre ce qui marche aujourd'hui, les réseaux sociaux. Moi j'ai des réels qui font 500 000 vues, c'est incroyable. Combien ça me coûterait une campagne de pub avec une agence professionnelle pour toucher 500 000 personnes? Alors que là, ça m'a pris 1 minute à tourner, 1/2 heure à monter. Donc le coût en temps et en argent est ridicule par rapport au retour. Est-ce que ça rapporte, ouais. Magnifique. Ben, écoutez, c'était le profil de David Combe. Enchanté en tout cas d'avoir fait ta connaissance. Pour tous ceux qui sont intéressés, voilà, par rapport au marketing digital, moi c'est mon cœur de métier depuis 8 ans. J'ai commencé par l'e-commerce, l'infoproduit, etc. Donc c'est ce que je fais le mieux. J'ai pas réellement d'accompagnement à proprement parler sur le sujet, mais en tout cas s'il y a des gens qui ont envie de mettre en place quelque chose de digital, ce sera un plaisir en tout cas de vous aider. Donc vous pouvez me contacter pour en discuter. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci David. Merci d'être venu.